D'abord, redire ce qui a été dit tout à l'heure. Première chose, pas de dépenses supplémentaires. C'est déjà un point important. Et pour le reste, il n'y a pas de révolution, sauf sur deux choses. Le vocable. On parle maintenant de contribution unique, formation professionnelle et alternance, et non pas uniquement apprentissage. On remet à niveau le contrat de pro et l'alternance, même si le législateur derrière a voulu reséparer et bien préciser une orientation apprentissage. Le vocable qui est utilisé, eh bien, contribution, formation professionnelle et alternance. Et deuxième élément qui change, ce sont les circuits de collecte. Jusqu'ici, les collectes se faisaient soit par les OPCA pour ce qui est la formation professionnelle et pour l'apprentissage par les OCTA. Demain, 2021, on vous a mis le schéma final sur le tableau. Il n'y a plus qu'un organisme collecteur. Enfin, il y en a deux, mais parce qu'il y a le régime des entreprises agricoles, donc qui passeront par la MSA. Et puis, l'ensemble des entreprises, donc le collecteur sera l'URSSAF, qui collectera l'ensemble des contributions. Ce qui est aussi maintenu, et c'est important, c'est ce qu'on appelait le hors-quota pour l'apprentissage. L'apprentissage, c'est 0,68%, mais en fait, 87% de ces 0,68% est collecté par l'intermédiaire de l'URSSAF, mais il y a possibilité d'avoir une contribution libératoire pour les entreprises en direction d'un certain nombre d'organismes qui concourent à la formation professionnelle, dont une liste a été définie dans le cadre de la loi. Je crois qu'il y a 12 types d'organismes différents qui peuvent avoir directement par l'entreprise des fonds qui vont contribuer à la formation professionnelle ou au champ de la formation professionnelle. Et ça représente 13% de la collecte de la taxe d'apprentissage. Autres éléments, donc bien évidemment, est maintenue la différence de contribution pour la formation professionnelle des entreprises de moins de 11 qui reste à 0,55, alors qu'on est à 1% pour les entreprises de plus de 11 salariés. Juste quelques complément là-dessus, qui n'est pas la partie la plus simple du projet de loi, parce qu'elle a beaucoup bougé en plus entre le dépôt initial du projet de loi et les amendements parlementaires. Premier point qui a bougé par amendement parlementaire à l'Assemblée nationale, et c'est le qui paye la taxe d'apprentissage. Puisque le projet initial du gouvernement élargissait le champ des assujettis à la taxe d'apprentissage, et initialement les employeurs assujettis aux bénéfices agricoles, les agriculteurs, 85% des employeurs agricoles, mais aussi les associations, un certain nombre de non-assujettis devaient être progressivement assujettis à la taxe d'apprentissage, ce qui garantissait d'ailleurs une augmentation du financement pour l'apprentissage. Et puis, dans un contexte de forte pression qu'on peut imaginer, les parlementaires n'ont pas souhaité alourdir les prélèvements obligatoires sur ces secteurs-là, comme le monde agricole qui est particulièrement soumis à la concurrence internationale, ou comme le monde associatif qui est assez fragile en termes de trésorerie et de capacité financière. Donc finalement, le champ d'assujettis n'a pas été modifié et on reste avec cette contribution unique, formation professionnelle alternance, mais qui en fait a deux composantes, la taxe d'apprentissage et la contribution formation continue. Donc ce qui est vraiment unique, mais vous allez y revenir tout à l'heure, c'est ce qui change vraiment, c'est le fait que tout cet argent aille dans une même caisse. C'est qu'il y ait France Compétences qui récupère l'ensemble des fonds de la contribution formation continue, de la taxe d'apprentissage, de la contribution supplémentaire à l'apprentissage, de la contribution sur les CDD. Voilà, ce qui change vraiment, c'est la contribution unique. Sur les modalités de collecte, en fait, on a encore pas mal de choses à préciser par voie réglementaire. C'est pour ça que je suis plus prudent sur le processus. Ce qui est sûr, c'est que les entreprises ne paieront qu'une fois pour l'année en cours. Je veux dire, il n'y a pas de double prélèvement par rapport, mais il y a un échéancier qui va peut-être être un peu modifié, en gros pour permettre, y compris aux opérateurs de compétences, de financer, de couvrir leurs coûts et puis d'avoir un peu de trésorerie pour passer au financement au contrat d'apprentissage au 1er janvier 2020. Il est envisagé qu'on ait une anticipation
de la collecte sur la masse salariale 2019. Cette collecte sur la masse salariale 2019, elle arrive en janvier-février 2020, normalement. Traditionnellement, il est imaginé qu'elle arrive plutôt en septembre-octobre 2019. Donc on avancerait de quelques mois, mais il n'y a pas de double taxation des entreprises. Et par contre, probablement, il faudra du coup régulariser sur la réalité de la masse salariale au 31/12/2019 en mars 2020. Et ensuite, on aura peut-être une collecte en 2 temps en 2020, mais on n'est pas jusqu'à la mensualisation à ce stade parce que c'est trop de frais de gestion pour les OPCO, les opérateurs de compétences, qui vont par ailleurs perdre cette compétence de collecte. Donc on ne veut pas complètement changer leur mode de fonctionnement et accroître leurs coûts. Et on passera, c'est sûr par contre, en 2021 et l'année où on passe en effet à la collecte URSSAF dans des modes de recouvrement qui ne sont pas encore arrêtés. Parce que l'URSSAF recouvre parfois ou le mois ou par trimestre, ça dépend des contributions. Donc objectivement, ce n'est pas encore arrêté à ce stade, mais l'idée est d'arrêter avec ce système incompris en fait. Système incompris, je veux dire, par rapport aux décideurs nationaux, le fait de comprendre qu'en France, pour financer les contrats de professionnalisation, le plan mutualisé, tout ça, on a des dépenses une année N qui sont couvertes par des engagements qui sont couverts par une ressource qui arrive en année N+1, donc on commence à dépenser, on a la ressource l'année après, et par contre le prélèvement se fait sur l'année N, donc on prélève sur la masse salariale de l'année N, mais par contre on recouvre l'année N+1 pour pouvoir couvrir des engagements de l'année N. Enfin c'est quand même un peu compliqué, et c'est pas spécialement vertueux d'avoir une ressource qui arrive si tardivement. Je pense qu'en termes de fluidité du système et de trésorerie aussi des opérateurs de compétences, voilà, la collecte URSSAF doit permettre d'ajuster au réel et au réel de la rémunération des entreprises, en effet. Donc c'était juste ça comme élément. Peut-être sur le barème qui devient solde de la taxe d'apprentissage, préciser du coup qu'il est maintenu dans son volume global. Parce que 13% peut faire penser du fait qu'on diminue, avant c'était 23%, maintenant c'est 13%. En réalité, on a vraiment mis le hors-quota servait aussi à financer les CFA. Vous savez, tout ce qui était supplémentaire au coût forfaitaire des entreprises. Et du coup, il y avait à peu près entre 180 et 190 millions d'euros, ça dépendait des années, qui étaient dans le hors-quota, servaient à financer l'apprentissage. Donc on a extrait cette somme. On a pris en compte la dynamique de la masse salariale et c'est comme ça qu'on est tombé sur 13% avec le solde, le vrai solde qui bénéficie aux formations initiales, technologiques et professionnelles, grande école, université, lycée professionnel, etc. Donc ce montant-là est globalement préservé, sous réserve d'aléas de la masse salariale, mais globalement préservé. Signaler aussi qu'en matière de perception de cette somme, il me semble, et comme j'ai vu qu'il y avait pas mal de représentants des universités, que dans les établissements susceptibles de percevoir, on sait qu'il faut faire comme le solde de la taxe d'apprentissage va être donné par les entreprises. On revient à un système qu'on a connu il y a 15 ans, à vrai dire, où les entreprises décident directement d'affecter le solde de la taxe d'apprentissage à un établissement, à une université. Donc il y a une possibilité ouverte, je cherchais la référence, je n'ai pas eu le temps de la trouver, pour les établissements d'enseignement supérieur de se grouper et d'avoir un groupement qui perçoit pour le compte d'une variété d'établissements ce solde de la taxe d'apprentissage. Je pense notamment aux petits établissements d'enseignement supérieur ou à des établissements moins organisés administrativement. Voilà, on sait que ça réclame des démarches actives d'aller voir les boîtes pour les convaincre, de tisser des liens avec l'université pour les convaincre de récupérer le financement. Donc il y a une possibilité de groupement d'établissements supérieurs qui existe. Je pense aussi aux écoles d'art qui n'ont pas forcément les structures derrière pour capter ces financements. Bon, voilà. On reste avec ce hors-quota qui n'est pas l'imposition la plus vertueuse du monde, mais qui permet qu'il y ait un financement assuré pour les établissements de formation initiale, technologique et professionnelle et pour lequel on n'avait pas trouvé de substitut. Une fois qu'on a collecté, comment on redistribue, comment s'organise la redistribution? Eh bien, elle se fait donc d'abord, la MSA et l'URSSAF reversent à France Compétences. Comme on l'a dit tout à l'heure, c'est un organisme des régulations qui va répartir entre les différentes structures en fonction des politiques qui auront été décidées. Donc, nous avons l'État pour la prise en charge de la formation des demandeurs d'emploi, les opérateurs CEP pour accompagner le CEP des salariés, puisque effectivement, il a été décidé dans le cadre de cette loi qu'il y ait un montant de financement pour le CEP des salariés. On y reviendra tout à l'heure.
Par l'intermédiaire de la Caisse des dépôts et, Caisse des dépôts et consignations, le financement de Pôle emploi en région pour le CPF des demandeurs d'emploi et les organismes de formation pour la prise en charge du CPF. Les opérateurs de compétences pour la prise en charge des formations de développement des compétences, donc c'est ce qu'on appelle des fonds mutualisés pour les entreprises de moins de 50. Il faut savoir qu'effectivement, ne pourront accéder maintenant aux fonds mutualisés. Jusqu'ici, on était jusqu'à 250 et maintenant, on est véritablement centré sur les TPE et PME, jusqu'à 50 salariés. Financement aussi des organismes de formation pour la prise en charge des contrats de pro et aussi pour la prise en charge des contrats d'apprentissage, avec la possibilité pour les régions qui recevront aussi un financement, la possibilité d'abonder pour lutter contre la distorsion territoriale ou pour une volonté politique territoriale de mettre en avant telle ou telle priorité qui correspond à l'économie du territoire. Enfin, un financement sera orienté aussi vers les commissions paritaires interprofessionnelles régionales pour le financement du CPF de transition professionnelle, qui vient remplacer, pour ceux qui n'ont pas, la gymnastique n'a pas été faite, ce qui remplacera le CIF.